Bonsoir à tous. Notre invité cette semaine est un homme politique, premier vice-président national du SDF, le Social Democratic Front, député à l'Assemblée nationale. On pourrait même pousser plus loin en rappelant qu'il y a bientôt 4 ans, il a porté les chances de son parti à la dernière élection présidentielle. Il en est sorti 4e avec un score d'un peu plus de 3%. Vous l'avez sans doute déjà compris, nous avons le plaisir d'accueillir sur Dash Info et sur ce plateau de l'invité de la rédaction, le député Joshua Ossi. Joshua Ossi, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash Info. Merci, c'est votre première sur nos plateaux, nous en sommes réjouis. Vous arrivez aujourd'hui sur Dash News le 8 mars. Quelle est la résonance que cette fête a pour vous? Écoutez, je pense qu'il faut déjà se rappeler que c'est une fête essentiellement social-démocrate. C'est une commémoration, ce n'est pas une fête en tant que telle, c'est une commémoration de la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes. Et j'aimerais dire ici, peut-être profiter de l'occasion qu'aujourd'hui, quand vous regardez les 8 positions protocolaires de l'État du Cameroun, c'est-à-dire dans les institutions majeures, les 7 institutions majeures, il n'y a aucune femme. Et je pense que c'est une honte nationale. C'est une honte pour notre pays de voir que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, du Conseil économique et social, le Premier ministre, etc. Vous allez presque à l'infini, il n'y a pas de femmes. Vous savez, très souvent on passe beaucoup de temps pour faire un équilibre entre les régions. Et on oublie que dans cet équilibre, il faut aussi un équilibre entre les genres. Et malheureusement, le Cameroun ne se développera pas sans les femmes. Donc si nous voulons atteindre, je vais emprunter un terme que j'aime pas trop parce que ça veut rien dire, mais pour utiliser le mot du RDPC, si nous voulons atteindre l'émergence en quelque année que ce soit, ce sera avec les femmes. Parce que quand 55% de la population est laissée derrière, on ne va nulle part. Voilà. Il faut promouvoir les femmes à des postes de décision. Écoutez, il ne faut pas seulement promouvoir, il faut avoir des instruments en place qui garantissent cette égalité-là. Il y a des instruments non écrits que nous respectons très bien à travers la composition sociologique. Cette composition sociologique, malheureusement, il y a un arrêté de la Cour suprême, un triste arrêt de la Cour suprême qui nous dit que dès qu'il y a une femme sur une liste aux élections, le genre est respecté. Alors qu'à mon humble avis, ce que le législateur voulait dire, ou l'esprit même de la loi, c'est qu'il y ait au moins 50, 51, 52% de femmes par liste et le reste d'hommes. Donc malheureusement, on se place sur cette jurisprudence qui nous dit que dès que vous avez une femme sur une liste de 61 conseillers municipaux, vous avez respecté la composition sociologique en termes de genre. Ce sont des tares que nous devrons corriger et nous ne pouvons que le faire à travers la loi. Vos présidents, c'est vrai que nous ne sommes pas en campagne électorale. En 2018, vous avez eu l'occasion d'en parler, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler la place que vous comptez conférer à la femme dans votre programme politique? Écoutez, je viens d'en parler et puis il faut aller beaucoup plus loin. Il faut imposer les femmes au sein des conseils d'administration des entreprises, non seulement des entreprises publiques et parapubliques, mais aussi des entreprises privées. Il faut que la gouvernance prend en compte le genre, pas que le nombre. Il faut absolument qu'il y ait une égalité dans le traitement salarial et aussi dans la décence du travail pour les hommes et pour les femmes. Il faut absolument qu'on regarde à nouveau la façon dont nous traitons, par exemple, les congés maternité. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas introduire des congés de paternité? Parce que ce n'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour libérer les femmes pendant ces mois très difficiles. Et puis, la chose la plus importante, excusez-moi, c'est quand même de reconnaître le travail effectué par la femme dans la société. Il y a des pays dans le monde, comme la Suisse par exemple, qui ont introduit ce que vaut le travail des femmes au foyer dans leur PIB. Ce qui fait que leur PIB a presque doublé quand ils ont enclenché cet exercice. Et je pense qu'il est grand temps au Cameroun qu'on le fasse aussi. Il faut donner un chiffre à ce que représente une femme au foyer. Quand vous regardez ce que ces femmes font,
Dans le monde rural, elles vont à des kilomètres des fois selon là où on est, dans l'extrême nord ou à l'est, ou même au nord et dans la Damawa. On fait des kilomètres à pied pour aller chercher l'eau pour toute la famille, pour nourrir les Camerounais de demain, pour éteindre la soif des Camerounais de demain. Dans des conditions très difficiles, on doit cuisiner, on doit garder la santé, on est le centre même, le pilier de la famille. Et je pense que ça doit être reconnu, même si on n'est pas encore au point où on pourrait donner un salaire à une femme au foyer. Il faudrait au moins reconnaître ce que ça vaut, ce travail-là. Parce que c'est trop simple. Voyez-vous, quand il y a un divorce, on vous dit qu'est-ce que la femme a apporté, qu'est-ce que l'homme a apporté. On ne calcule jamais ce que ça vaut une femme qui reste à la maison, qui nettoie la maison, qui cuisine, qui fait en sorte qu'il y ait de l'eau. Vous savez, au Cameroun, aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les utilités publiques comme l'eau et l'électricité. Il faut une femme qui va aller chercher du bois pour cuisiner, etc., etc. Tout ça, ça a un prix. Et des fois même, ce que ça vaut dans le foyer est supérieur à ce que l'homme rapporte comme salaire. Mais malheureusement, ce n'est pas reconnu dans la loi et il faudrait corriger cela. Et ce qu'il y a aussi de plus dramatique dans la situation de la femme, si on peut le dire ainsi, c'est l'accès à l'éducation pour la jeune fille. Il y a encore des régions au Cameroun où moins de 5% des jeunes filles sont scolarisées. Tout à fait. Je suis content qu'on va là-dessus. Et c'est un problème majeur. Vous savez, tant qu'une partie de la population camerounaise n'a pas accès à l'éducation, on ne va nulle part. On fait du surplace. Et il est tout aussi difficile de concevoir le fait que le gouvernement camerounais ne prend pas ce problème à cœur, mais on va même plus loin. Voyez-vous, la jeune fille aujourd'hui ne peut pratiquement pas aller à l'école si l'école n'a pas de toilette, tout simplement pour des raisons biologiques. Un garçon, il peut aller au bord de la rigole, faire ses besoins, une fille ne peut pas. Donc vous voyez, dès qu'une école n'a pas de toilette, elle est plus ou moins exclue du système éducatif. Il faut encore aller plus loin. Il y a malheureusement aujourd'hui au Cameroun beaucoup de jeunes filles qui sont des filles mères. Et il faudrait peut-être penser qu'au moins dans chaque département, puisqu'on n'arrive pas à freiner le fléau, pour que dans chaque département, qu'on pense à des lycées où il y a une sorte de spécialisation pour les filles mères, c'est-à-dire qu'il y a une salle de classe qui est utilisée comme garderie pour que ces enfants puissent déposer leur bébé le matin et aller à l'école. Vous savez, tant qu'on laisse une seule Camerounaise derrière, c'est tout le pays qui reste derrière. Donc on doit trouver des voies et moyens pour être inclusif, pour pouvoir porter tout le monde. Et surtout ces jeunes filles qui, je le rappelle, à chaque fois qu'elles réussissent, malgré tout ça, de finir leur cursus et d'aller même plus loin, on en est très fiers. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand on regarde au niveau du sommet académique, les femmes sont presque à égalité que les hommes, alors qu'au départ, c'était 80-20. Donc il faut quand même, ça démontre quand même de façon mathématique que les femmes sont plus percutantes, plus résilientes pour arriver très loin d'un point de vue académique. Bien, le chemin reste donc à faire et c'est tout l'objet de cette célébration tous les 8 mars. Commémoration. Commémoration, si vous voulez, pour permettre à la femme, n'est-ce pas, d'être à toute la société en tout cas. On va célébrer quand un autre gouvernement sera en place et qui pourra mettre en place tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Grand bien vous fasse, Joshua aussi. Venons-en maintenant à votre actualité, ou on va dire votre récente activité. Vous venez de prendre part le week-end dernier, notamment à Yaoundé, au congrès de l'UNDP, au nom du SDF. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous aviez le mandat du chairman? Est-ce que vous aviez une délégation de pouvoir pour y prendre la parole au nom du SDF? Écoutez, après cela, j'étais dans l'extrême nord et dans le nord, donc ce n'était pas la plus récente de mes activités, mais j'aimerais juste vous dire que je suis le premier vice-président du parti. En tant que tel, les statuts sont très clairs. Le président national délègue au vice-président de son choix la représentativité ou la représentation du parti. Maintenant, il s'avère que le président national était loin pour un certain moment et il a émis une délégation de pouvoir pendant son absence en mon nom. Donc le premier vice-président représentait le parti et le président national pendant son absence. Donc, mais je pense que c'est un document interne qui n'a pas besoin d'être débattu en public. Il n'y a pas eu deux délégations du SDF
au congrès de l'UNDP. Il n'y a d'ailleurs jamais eu un doublon où que ce soit. Donc je pense que vous essayez de créer un débat qui n'existe pas. Le SDF était présent au congrès de l'UNDP. Même s'il y avait 5 délégations, si le chairman n'était pas là, je serais la personnalité la plus qualifiée à représenter le parti. Donc même s'il y avait 5 délégations, j'aurais naturellement représenté. Donc c'est un faux débat. Toujours en rapport avec votre parti, le maire de la ville de Loum, M. Guy Wambo, a récemment alerté l'opinion de certaines manœuvres d'intimidation et même de menaces dont il serait l'objet de la part du préfet de ce département. On n'a pas beaucoup entendu, et il aurait informé la hiérarchie du parti. Donc vous, premier vice-président Joshua aussi, on ne vous a pas beaucoup entendu sur la question. Qu'est-ce qui se passe avec ce maire-là? Vous savez, quand il faut être efficace, des fois il ne faut pas faire du bruit. Et je n'ai pas suivi mon maire à la radio ou à la télévision, encore moins dans des journaux, donc je ne peux pas en parler, parce que c'est vous qui me l'apprenez à l'instant. Si ça s'est passé ce week-end, j'étais dans le Grand Nord. Le Grand Nord est coupé du monde, il n'y a pas d'électricité. Donc si ça passait à la télé, il n'y avait pas de chance que je puisse être devant un écran quand ça passait. Mais je pense qu'il y a un problème entre le maire et le préfet du Mungo. J'ai personnellement contacté le préfet du Mungo qui a convoqué une réunion par la suite. Après cette réunion, le maire m'avait dit que le problème était en train, je ne veux pas rentrer dans les détails du problème, le problème était en train d'être résolu. C'est une affaire de personne en fait, ce que vous voulez nous dire. Non, c'était pas un fait de personne, c'était quand même une situation assez préoccupante. Et donc, ce n'était pas un fait de personne, pas du tout, loin de là. Et donc, par la suite, le maire m'a dit que c'était en train... Qu'est-ce qui est reproché au maire? Écoutez, j'ai dit que je ne veux pas en parler. Je n'ai pas suivi. Vous me parlez d'une émission que je n'ai pas suivie, donc je ne peux pas la commenter, sauf si vous arrêtez l'émission, vous me montrez ce qu'il a dit, et ensuite je peux en faire un commentaire. Je sais qu'il m'en a parlé, qu'il avait un problème avec le préfet, d'ailleurs avec le sous-préfet de Loum. Et donc, c'était le préfet qui essayait de le régler. Donc, je suppose qu'on parle du même problème. Parce qu'au moment où il me parlait du sous-préfet. Et j'avais intervenu au niveau du préfet. Et le préfet les avait invités pour une séance de travail à Konsamba, ce qui avait été fait. Au sortir de cette séance, le maire m'a informé qu'il était en train que le problème était en train de trouver une solution. Et je n'ai plus jamais entendu parler jusqu'à ce que vous m'en parlez aujourd'hui. Donc, voyez-vous, je ne suis pas qualifié, pour en parler. Il a dit qu'il serait sur des menaces. Sur le coup de la loi antiterroriste. Sur le coup de la loi antiterroriste, c'est mon maire, donc je ne peux que croire ce qu'il dit, mais je ne peux pas le commenter parce que c'est vous qui me l'apprenez à l'instant. Et qu'est-ce que ça vous inspire, une telle situation délétère entre des responsables de ce niveau dans un département comme le Mungo? Écoutez, je pense qu'il y a un élu local. Ce n'est pas un problème, je ne pense pas que c'est un problème du Mungo, c'est un problème du Cameroun tout entier. Il y a un problème entre l'administration et les élus. Ça, c'est un problème qui est un peu partout. Moi-même, je suis un élu du Vouri. Je dois toujours rappeler à mon administration qu'ils n'ont pas qualité de me convoquer, mais ils peuvent m'inviter. Et c'est déjà là que ça commence. Vous voyez, quand vous convoquez un élu, alors que vous êtes supposé être son subalterne, in extenso, donc ça crée déjà un problème. Et à mon humble avis, ce problème, il doit être réglé de fond, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre sur pied une décentralisation qui n'est pas acceptée par l'administration. Et donc, l'administration freine de tout pied pour qu'on arrive à cette décentralisation, n'accepte pas les compétences et les pouvoirs qui ont été transférés aux maires, donc aux CTD, aux maires, aux régions, etc. Et ça fait en sorte qu'il y a dans beaucoup de CTD ou de régions un climat un peu délétère. Collectivité territoriale décentralisée. Tout à fait, un climat un peu délétère. Mais maintenant, il y a aussi des endroits où les élus ne se laissent pas faire et essayent de créer un climat de travail qui est acceptable pour les deux parties. Et je dois le dire, il y a aussi d'autres endroits où l'administration essaye de créer ce climat de travail pour qu'on puisse avancer. Mais ce n'est pas donné parce qu'au fait, il y a un grand flou dans toute cette décentralisation, surtout au niveau des compétences. Voyez-vous, ce n'est pas facile
de continuer un travail. On vous a enlevé toutes vos compétences, on a remis au maire, on a remis à la région, et vous vous retrouvez avec très peu. Et ensuite, mais vous voulez garder le même esprit de commandement que vous aviez avant. Donc la même préséance. Ça crée forcément des frustrations de part et d'autre. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être regardé, c'est quelque chose qui doit être corrigé. Mais malheureusement, ça vient d'où? Ça vient du fait que le régime RDPC ne veut pas de cette décentralisation. Cette décentralisation était, je dirais, une acceptation au forceps. Au forceps en 1996, après la tripartite, quand la nouvelle constitution a été écrite. Et c'est parce qu'on voulait éviter un régime fédéral. Et donc on a essayé de trouver quelque chose entre les deux, mais on ne définit pas exactement où ça s'arrête. Vous voyez, c'est le même débat avec les 3,4% que les CTD reçoivent, alors que la loi est très claire, elle dit minimum 15%. On va y arriver. Alors, pour rester avec le SDF, vous avez été juge aussi il y a quelques mois maintenant. Vous avez essuyé une grosse défiance au sein de votre propre parti et même une tentative d'exclusion par le biais du fameux 8-2 au cours d'un NEC convoqué à Bamenda et auquel vous avez participé et au cours duquel le chairman vous a, je veux dire, pris sous couvert. Est-ce que vous pensez qu'il vous a sauvé la mise à l'occasion? Écoutez, je ne pense pas que le chairman m'ait pris sous couvert. Le chairman a pris les statuts du parti sous couvert. Le chairman a fait valoir le bon droit. Et il n'y avait pas que lui, il y avait tout le comité exécutif national dans sa majorité. Donc je pense que c'est un exercice démocratique qui montre la vitalité du parti. Au sein du SDF, ont estimé que le chairman avait violé la loi, justement. Vous convoquez la loi, mais les d'aucuns estiment qu'en empêchant l'expression des membres du NEC sur votre cas... Je ne veux pas entrer dans les détails, oui. Mais c'est juste pour vous dire, vous ne pouvez pas être efficace dans l'administration de votre parti, même si vous êtes au niveau régional, en essayant de faire du buzz. Okay? Les deux ne marchent pas ensemble. Alors, s'il faut suivre les procédés du parti, ces procédés sont clairs, sont clairement, je vous invite, nos statuts sont en ligne, nos statuts, je peux t'en donner des copies. J'invite ceux qui ont des doutes là-dessus d'aller lire les statuts. Il n'y a absolument aucune virgule qui a été violée en dehors de les violations qu'il y a eu pour pouvoir créer un buzz sur ma personne. Et vous savez quoi? Ça fait du bien d'être attaqué de cette façon. Ça fait du bien d'être... attaquer et de voir qu'on a autant de soutien. Ça fait surtout du bien pour le parti auquel j'appartiens de démontrer qu'il y a cette vitalité et que tout le monde ne pense pas nécessairement de la même façon, mais qu'après, nous pouvons avancer dans la même direction. Et je pense que les partis qui n'ont pas cette vitalité-là, ce dynamisme-là en interne, sont des partis plus ou moins morts. Et tout le monde disait que le SDF est presque mort et subitement, il y a ce genre de problèmes sur la table et tout le monde se dit, mais attendez, ces gens existent encore et les gens se battent même pour être à la tête, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui veulent ou qui rêvent d'être à la place de ceux qui incarnent ce parti, qui rêvent d'être à la place de ceux qui dirigent ce parti. Donc ça veut dire que ce parti a quelque chose. Donc c'est quelque chose de positif pour le parti. Maintenant, ce qui s'est passé, malheureusement, à la recherche du buzz, il y a eu des injures, des insultes, des choses que je ne ferai jamais, je ne me permettrai pas de le faire. Mais vous savez... Vous mettez ça sur le coup du buzz, la recherche du buzz, mais il y a quand même un certain nombre de faits qui vous étaient reprochés. Lequel? Notamment d'avoir été co-signataire d'un mémorandum avec des élus RDPC. Est-ce que l'activité parlementaire découle d'une activité régionale ou d'une activité départementale ou d'une activité communale? C'est une activité nationale. C'est comme s'il y avait un problème au niveau de la primature et le sous-préfet venait donner une demande d'explication au Premier ministre. Mais réveillez-vous, Polycarpe Essomba. Nous sommes dans un parti administré. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à aucun moment, il y avait un problème. Et dans le fond, non seulement au moment où je l'ai fait, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, parce que induit pour beaucoup d'entre eux en erreur, mais aujourd'hui, je ne compte plus le nombre de personnes qui reviennent me voir
pour me dire merci d'avoir tenu bon, merci de l'avoir fait. Vous savez, je n'aurais aucune sympathie pour les terroristes qui tuent les Camerounaises et les Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aucune, et à aucun moment. Et je n'aurais aucune sympathie pour quelque Camerounais que ce soit qui a du sang sur la main. Ça n'arrivera jamais. Je ne ferai jamais la politique pour marcher sur le sang. C'est ce que je dis. Vous estimez qu'à l'occasion, vous n'êtes pas compromis? À aucun moment. Et qu'est-ce que c'était à refaire, vous le refaites? Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Vous pouvez me faire répéter ça 100 fois. Je le répéterai 100 fois. Je ne marcherai jamais sur le sang des Camerounais. Je n'accepterai jamais de fréquenter quelqu'un qui a de la sympathie pour ceux qui tuent les Camerounais. Je suis contre le terrorisme qui se déroule dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ceux qui pensent qu'ils vont faire partir M. Biya en exterminant d'abord le nord-ouest et le sud-ouest, ils se trompent de combat. Ils se trompent de combat. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous utilisez quasiment le même vocable, les mêmes mots que les gens du RDPC. Mais écoutez, je suis en train... J'ai été... Oui. Nous avons, grâce à ce travail à l'Assemblée nationale, grâce à ce travail à l'Assemblée nationale, à la dernière session, peut-être vous ne le savez pas, mais à la dernière session, on a eu une séance spéciale sur le nord-ouest et le sud-ouest. Et dans cette séance spéciale, nous avons, à la fin de la séance, nous avons une résolution qui existe, même sur la page de l'Assemblée nationale, qui a condamné ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest comme du terrorisme. Quand vous tuez des innocents, c'est du terrorisme. Et vous savez pourquoi c'était important qu'on le fasse? Parce que dans la loi et au niveau du pénal, vous ne pouvez qu'être terroriste après avoir été condamné par un tribunal. Or, s'il faut arrêter les financements qui viennent de l'étranger pour financer cette guerre, cette sale guerre, s'il faut arrêter de donner une tribune à ceux qui sont derrière cette sale guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'étranger, il faut bien que le Cameroun, en premier, reconnaisse que ce qui se passe là-bas, c'est du terrorisme. Et ça ne peut que passer par l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas passer par un tribunal ni par une loi. Parce que le tribunal et la loi ne peuvent qu'y arriver quand il y a un procès et quand la personne a été condamnée. Donc, pour qu'on déclare tout un mouvement terroriste, comme nous l'avons fait lors de la dernière session parlementaire, il faut bien que ce soit un acte politique. Et c'est pour cela qu'il fallait absolument qu'il y ait ce débat à l'Assemblée nationale, chose que nous avons obtenue. Contrairement à tous ceux qui pensent que les avancées que nous obtenons ne sont pas bien pour le SDF ou pour la social-démocratie ou pour l'opposition camerounaise, j'aimerais juste vous informer que c'est grâce au travail du SDF, sans groupe parlementaire, que nous sommes arrivés à cela. Et vous pouvez le demander à qui vous voulez à l'Assemblée nationale, ils vous le diront. Donc, nous obtenons des avancées. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement différente où nous ne parlons plus. Il y a au départ, et je dois être clair là-dessus, au départ, il y a des revendications légitimes et à certains niveaux même légales qui sont posées sur la table par des Camerounais concernés par la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-est et par les Camerounais et subi par des Camerounais issus de ces deux régions. C'est très important de l'ajouter. Absolument. Et tout ça, c'était légitime et ça a été kidnappé par des gens qui pensent que la solution, c'est la sécession et pour atteindre cette sécession, il faut tuer tout le monde pour avoir un pays libre après. Ce n'est pas par là que ça se passe. Si vous vous battez pour une population, la première des choses que vous devez faire, si vous voulez libérer une population, la première des choses que vous devez faire, c'est de la protéger. Vous ne pouvez pas la terroriser. Vous ne pouvez pas passer des ordres qui viennent d'une cuisine quelque part en Europe où vous décidez que dès demain, le lundi, plus personne n'a le droit de sortir, le mardi, plus personne ne boit des bières issues de tel pays, etc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Autrement, vos camarades, notamment Jean-Michel Nithieu, il vous a fait un mauvais procès ou bien il ne vous a pas compris? Je pense qu'il ne m'a pas compris. Je pense qu'il ne m'a pas compris parce que c'est quelqu'un qui a, pour moi, beaucoup de valeur. J'ai été... Vous savez, quand vous avez des incompréhensions ou si demain on vient me dire que Polycarpe Essomba, j'ai le privilège d'avoir ton numéro de téléphone, j'ai le privilège de ne pas être la première fois devant toi, donc on a eu des discussions en dehors des plateaux de télévision. Si demain on vient me dire que Polycarpe Essomba a fait ceci ou a fait cela, le premier devoir qui est le mien, c'est d'essayer de te rencontrer, si j'arrive pas, au moins t'appeler pour te demander qu'est-ce qui se passe. Si
Demain, tu me vois en train de dire que Polycarpe Essomba, c'est ceci, c'est cela, te traiter de tous les noms d'oiseaux. Soit l'incompréhension a déjà créé une haine de ta personne en moi, ou alors je ne suis même pas au courant que je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant que je ne comprends pas. Et c'est encore plus dangereux. Et c'est pour ça que je dis, j'aimerais chuter là-dessus, que pour moi, c'était intéressant de voir combien les mêmes personnes qui nous disaient tous morts en tant qu'organisation étaient fascinées par le débat qui est en cours. Et donc, ça démontre à merveille que nous sommes présents dans le cœur des Camerounais. Ça démontre que nos militants sont toujours sur place. Nous avons subi de plein fouet l'effet de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pour les élections de 2018 et les élections de 2020. Mais le SDF est toujours en place. Il n'est peut-être plus en place là où il était, mais il est toujours en place. Et je pense que cet épisode l'a démontré. Alors, vous êtes tous les deux, Jean-Michel Nutieux et vous-même, Joshua aussi, les deux têtes qui émergent aujourd'hui, en tout cas pour nous qui observons un peu la scène politique et donc le fonctionnement et l'activité du SDF qui émergent en première ligne. Est-ce que cette brouille-là est derrière vous? Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes aujourd'hui en meilleur terme? Écoutez, j'ai connu l'honorable Nietzsche en tant que président régional. J'ai connu l'honorable Nietzsche étant deuxième vice-président du SDF. Aujourd'hui, je suis premier vice-président du SDF. En tant que premier vice-président du SDF, tous les membres et adhérents du SDF sont des militants pour lesquels je dois avoir un égard absolu. Et donc, il ne me viendrait même pas à l'idée d'avoir une pensée autre que celle-là pour tous ceux qui portent une carte du parti, qui militent et qui plus est sont des élus. Maintenant, est-ce que depuis que cela s'est passé, on se rencontre encore aussi souvent qu'avant? Je vous dirais non. C'est normal, il faut du temps pour faire passer les choses. Beaucoup de gens ont été blessés. Moi, je peux porter ça sur moi. J'ai la capacité d'absorber beaucoup de choses par rapport à la position qui est la mienne, par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience. Mais vous savez, j'ai une famille. Vous n'êtes pas sûr que ma femme accepte les insultes qui ont été proférées à son endroit de la même façon. Il se trouve que d'autres personnes autour de moi aussi. Donc, il y a tout ça à prendre en compte et nous construisons, nous y allons. Vous savez, ce qui est certain, c'est que nous sommes dans le même parti, dont nous sommes condamnés à travailler ensemble d'une façon ou d'une autre, et donc on y arrivera. Et j'ai une responsabilité que lui n'a pas. Je suis le vice-président national du parti, premier vice-président national du parti, dont j'ai la responsabilité de faire en sorte que le parti marche, et pour que le parti marche, il doit en faire partie. Donc c'est ma responsabilité, je le reconnais, mais je ne suis pas pressé. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, 4 ans plus tard, de n'avoir pas fait de lui votre comment on appelle, directeur de campagne en 2018? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, ce qu'il y a de fabuleux quand vous êtes proche de quelqu'un, c'est que vous connaissez très bien ses compétences. Ça semblait tellement évident pour les observateurs. Pardon? Ça semblait évident pour tout le monde que votre Alors, les observateurs doivent savoir une chose, c'est que quand vous observez, vous n'êtes pas proche de la situation. Donc ceux qui sont moulés dans la situation comprennent les choses mieux. Et puis vous savez, un directeur de campagne n'est pas quelqu'un de politique. Un directeur de campagne, c'est quelqu'un qui dirige une campagne. C'est un administratif, c'est quelqu'un qui gère les hommes, qui gère un budget, qui gère toutes ces choses-là, qui n'est pas quelqu'un de politique. Et quand vous allez dans une campagne, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a la capacité de la mobilisation politique pour aller l'enfermer dans un bureau pendant la campagne, pour diriger votre campagne, tout simplement parce qu'il faut qu'il porte un titre. Donc oui, voilà, et des fois il faut prendre... Il peut aussi vous aider justement à capitaliser sur sa popularité pour rassembler plus de monde. Alors, si vous ne pouvez pas capitaliser votre popularité quand vous êtes à mes côtés en tant que politique,
il n'y a aucune chance que vous capitalisez quoi que ce soit quand vous êtes enfermé dans un bureau en train de diriger une campagne. Quand vous dirigez une campagne, vous êtes au QG de campagne. De temps en temps, vous sortez pour voir ce qui se passe sur le terrain. Mais voilà, vous n'êtes pas directeur de campagne pour aller à la télé, à la radio, pour haranguer les foules, pour assister aux meetings. Vous êtes directeur de campagne pour être en back-office. Et donc, si vous n'arrivez pas quand vous êtes en front office, vous êtes encore moins utile quand vous serez en back office. Très bien. Alors, comment voyez-vous l'OSDF après la retraite annoncée du chairman, même s'il est toujours aujourd'hui président? Est-ce que tout ça à quoi on a assisté là ne participe pas d'une bataille larvée à la succession? Je dirais bien sûr, c'est tout à fait normal que des gens... Et d'ailleurs, je serais très déçu si personne... s'il n'y avait qu'une seule personne ou alors personne, même dans un cas extrême, qui voudrait prendre sa place. Donc ça démontre que cette place est une place importante, que le parti est important et donc il y aura au final, vous savez, nous sommes un parti démocratique, il y aura au final des candidats pour être président national, il y aura un électorat, il y aura une élection et les électeurs décideront. Les délégués au Congrès décideront. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour arriver à ce moment. Et j'invite les uns et les autres à se concentrer sur ce travail-là. Pour l'instant, par exemple, nous sommes dans les renouvellements. Ce sont ces renouvellements qui sont nécessaires pour pouvoir mettre sur pied les circonscriptions électorales qui donneront les délégués qui viendront éventuellement au prochain congrès. Donc, j'aimerais bien voir tout le monde très enthousiaste dans ce renouvellement-là pour s'assurer qu'on a un maximum de délégués pour que... vous m'entendez, belle perche, depuis 2018, depuis l'élection présidentielle et le sport que vous avez fait, que vous avez réalisé, beaucoup au sein du SDF appellent à la refondation du parti. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi on n'y est pas? Ben, je pense que les uns et les autres peuvent vouloir ce qu'ils veulent. C'est des vœux. Et nous ne gérons pas le parti sur les vœux des uns et des autres. Nous avons un congrès. Le congrès donne la ligne politique du parti. Et entre deux congrès, il n'y a que cette ligne politique. Maintenant, si des gens pensent que la direction du parti, c'est de faire marche arrière, ils sont le bienvenus au prochain congrès du parti et de demander au parti de faire marche arrière. S'il y a des gens qui veulent que le parti avance, comme moi, ils iront à ce congrès pour demander aux délégués « donnez-moi la confiance pour aller de l'avant ». Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si la majorité des délégués du SDF décident qu'on va en arrière, ce que moi je considère comme refondation, c'est d'aller en arrière parce qu'on refonde, donc on casse tout, on va à la fondation. C'est une bonne chose pour certains, ils peuvent le faire. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Je pense que le contexte camerounais aujourd'hui n'est plus ce qu'il était en 90. Je pense que les gens devraient se rappeler que quand le docteur Siga Saga avec ses amis, écrivait les textes fondateurs du SDF et écrivait les statuts du parti. Il n'y avait pas de multipartisme au Cameroun. Donc tout ça est arrivé avant. Donc oui, il faut s'adapter au nouveau contexte, aux nouvelles réalités. Oui, il y a beaucoup de choses qui doivent encore être changées. Nous avons changé beaucoup dans les derniers congrès. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. D'ailleurs, il y a des choses même qu'on a déjà changées qui ne sont pas statutaires, donc qui ne sont pas dans les statuts qu'on a changés au niveau du comité exécutif national. Mais il faut aller beaucoup plus en profondeur. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour cela, il faut faire des propositions et le seul organe qui est habilité à entretenir ces propositions, c'est le Congrès. Donc ceux qui pensent qu'ils vont changer les statuts du SDF à travers Facebook ou à travers tout autre mouvement, je veux dire, on fait du surplace et ça n'avance personne. Moi, je pense que le débat contradictoire est sain, il est bon, il faut l'avoir. Si les gens ont des propositions, la refondation, ce n'est pas une proposition. Dites que vous voulez que le mandat d'un président national ne soit pas renouvelable 2 fois. OK? Ça, c'est une avancée. Dites que vous voulez que le mandat du président national puisse être renouvelable autant de fois que possible. Et on entame le débat. Quand vous dites que vous voulez la refondation, en fait, vous n'avez rien compris à ce qui se passe dans le landau politique camerounais. Parce que ceux qui étaient là et ceux qui ont voté, dans leur immense majorité en 92 pour le candidat du SDF et pour l'Union pour le changement, ceux qui ont battu Paul Biya en 92, ces électeurs-là, pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont plus là. Et l'immense majorité des électeurs étaient probablement même pas nés en 92 quand tout ça se passait. Donc il faut prendre tout ça en considération et remettre les pendules à l'heure plutôt que d'essayer de tout casser pour recommencer. Et vous savez, il y a
cette tendance au Cameroun de croire que chacun a la science infuse et on peut créer un parti pour faire comme Macron, on peut créer un parti pour faire comme X, Y, Z. Non, c'est très difficile, c'est très compliqué. Nous avons un legs de plus de 30 ans. Il faut qu'on protège ce legs-là. Ce legs est très important, mais au-dessus de ce legs, il faut qu'on arrive à construire et qu'on ne nous tire pas tout le temps en arrière. Joshua aussi, est-ce que malgré tout, vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, à l'étroit, en minorité? Parce que tous ceux qui, la plupart en tout cas de vos soutiens, je veux dire internes au parti, après le congrès de 2018 où vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ont, comme qui dirait, basculé dans le camp d'en face. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu... C'est quoi le camp d'en face? Il n'y a pas de camp au SDF. Le camp de votre principal contradicteur du moment, Jean-Michel Nitche. Jean-Michel Nitche est mon président régional. Oui. Ne confondez pas la région et la nation. La nation a 10 régions. Okay? Et si même il y a 2-3 personnes qui pensent que Jean-Michel Nitche... Qui était avec vous hier et qui l'ont rallié. Si même il y a 2-3 personnes qui étaient avec moi hier et qui pensent que Jean-Michel Nitche est la solution, c'est une très bonne chose pour le parti. Mais je vous rappelle juste une petite chose. C'est que nous sommes dans un parti démocratique. Nous sommes dans un parti qui existe. Nous sommes dans un parti qui a des militants sur toute l'étendue du territoire. Et ce parti ne peut pas être pris en otage par une région, fût-elle la région du littoral. Ce parti ne peut pas être pris en otage par des vœux. Vous savez, si vous voulez devenir président national du SDF, le chemin est tout autre. Si vous voulez nuire au premier vice-président du SDF, si vous voulez calomnier le premier vice-président du SDF, et d'ailleurs, il y en a aussi qui vont jusqu'à calomnier le président national du SDF. Ça veut dire que vous n'êtes plus au SDF dans votre tête. Vous ne pouvez pas insulter votre propre maison, aller vous coucher dedans tous les soirs. Comprenez? Ça veut dire que vous n'êtes plus dans cette maison. Vous n'êtes plus dans la logique que cette maison gagne. Ça, il faut le comprendre. Et l'immense majorité, l'immense, c'est même pas ce que je dis. Je dis, quand vous calomniez, c'est moi qui réponds aux questions et c'est vous qui les posez. Donc, vous n'avez pas de droit de réponse, vous avez peut-être un droit de relance. Laissez-moi donc finir avant de me relancer. J'étais en train de vous dire que l'immense majorité des adhérents du SDF ne se sentent pas concernés par ce qu'ils appellent d'ailleurs des problèmes de chiffonnier au niveau du... Je ne veux pas être injurieux. Des problèmes de chiffonnier au niveau du littoral. Le reste des régions continue. J'en veux pour preuve, ce week-end, il y avait des renouvellements dans le sud-ouest, il y avait des renouvellements dans l'extrême nord, etc., etc. Donc, le parti continue. C'est une machine, c'est une organisation. Ça ne s'arrête pas à une seule personne. Et vous savez, j'aimerais vous le dire aussi, avant que vous me relancez là-dessus, ce qui était important, parce que je vois que vous focalisez là-dessus, vous m'avez donné une émission d'1 heure et vous passez la moitié de l'émission sur un fait divers, mais comme ce fait divers vous intéresse tellement. Ce qui est important, ce qui est très important, c'est de pouvoir se relever quand tout le monde pense que vous êtes tombé. C'est de pouvoir vous relever, de regarder ce qui vous a fait tomber et d'avancer. Et c'est ce que le SDF a fait, sans beaucoup de bruit. Et nous avançons. Ceux qui restent et qui pensent qu'ils peuvent nous retenir sont ceux qui ont cru qu'il y aura une implosion du SDF. Ceux qui ont cru qu'à travers ce qui se passe, des gens vont être exclus ou qui souhaitaient leur exclusion. Ils en ont eu pour leurs frais. Et nous sommes toujours ensemble et tous nos enfants sont nos enfants. Même ceux qui nous insultent à la maison sont nos enfants. Et vous ne vous sentez pas isolé du tout au sein de... Au contraire, je ne me suis jamais senti autant soutenu et entouré que depuis ce moment-là. Et d'ailleurs, je dis aux gens qu'ils arrêtent de croire qu'ils doivent absolument me soutenir. Il y a d'autres travaux à faire sur le terrain, il y a la remobilisation, il y a les renouvellements, il y a tout ça à faire sur le travail. C'est un travail très important. C'est beaucoup plus important que de trouver des répliques à des gens qui tirent sur le parti. Vous savez, quand vous tirez sur le parti, pour moi, vous n'êtes pas dans le parti. C'est juste pour vous relancer sur votre relance. Le SDF se porte bien et... Je n'ai pas dit qu'on se porte bien, on pourrait se porter 10 fois mieux. Mais je suis sûr... Il y a de la vitalité, au moins. Il y a la vitalité et il y a une résilience qui veut dire qu'il y a un certain dynamisme interne, qu'il y a une certaine dynamique interne qui ne se laisse pas faire. Très bien.
Parlons à présent de votre mandat de député. Vous êtes à votre deuxième législature. Vous êtes membre du bureau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Aujourd'hui, questeur. Chose qui apparemment a causé tous ces faits divers. Mais allons-y. Vous nous en direz peut-être davantage. Non, c'est bon. Aujourd'hui, questeur, et après avoir été sous le précédent mandat, vice-président de la Commission des finances. Pouvez-vous nous dire, Joshua aussi, comment vous percevez votre rôle de député? Écoutez, je pense que c'est un rôle plein. C'est malheureusement, je commencerai en disant que tel que le dispositif institutionnel est mis en place, c'est relativement difficile de jouer son rôle pleinement. Mais même jusque-là, c'est un rôle plein. Malheureusement, beaucoup de Camerounaises et de Camerounais sont encore dans la logique du parti unique et pensent que le rôle du député, puisque c'est un parti unique à l'Assemblée nationale, son rôle, c'est de distribuer des masques contre le Covid, des masques cache-nez, des gants et des fourrages, etc. dans le quartier. Toute élite est appelée à avoir un élan de solidarité envers les siens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne fallait pas le faire. Mais j'aimerais aussi dire que sous d'autres cieux, ce genre de pratique, c'est considéré comme la corruption des électeurs et c'est réprimé par la loi. Justement, donc il faudra avoir un juste milieu. Maintenant, en ce qui concerne le mandat parlementaire, il faudrait peut-être vous le rappeler déjà, vous qui me posez la question et à travers vous, vos téléspectateurs, que la Constitution confère deux rôles essentiels aux législateurs. C'est voter les lois. C'est de légiférer. C'est pas que voter les lois, c'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Et je pense que là-dessus, j'ai participé à la 9e législature, j'ai eu une législature pleine et j'essaye d'être mieux cette législature-ci. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai posé la précédente question. Non, je ne comprends toujours pas. Non, vous comprendrez maintenant. Oui. Parce que, justement, j'allais vous demander la perception que vous avez, justement, et vous avez commencé à en parler tout à l'heure, de la dotation qui est faite aux députés, ce qu'on appelle les micro-projets, la dotation de 8 millions l'année, pour lesquels se battent manifestement tous les députés aujourd'hui. Ah non, une dotation qui est financée par l'exécutif, que vous êtes censé contrôler. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Est-ce que ce n'est pas un peu anticonstitutionnel? C'est une incongruité. Camerounaise. Déjà, j'aimerais dire deux choses pour entrer en matière. La première, c'est que à un moment donné, lors de la 9e législature, j'étais dans la logique de ne pas prendre mes micro-projets. Après, j'ai vite compris qu'il y avait peut-être des gens qui pouvaient en souffrir et on a changé cela. Dans ma circonscription électorale, qui est Voury-Centre, on a mis sur place un comité d'action qui recueille cet argent pour le gérer. Donc, je me suis rendu compte que c'était un travail à plein temps pour gérer ça parce que, voyez-vous, quand vous avez 800 000 personnes dans votre circonscription, chacune pense que les 8 millions lui reviennent. Donc, ce comité fait un travail excellent jusqu'à présent. Je dois les féliciter à travers votre émission. Et donc, voilà comment nous le faisons. Maintenant, pour revenir sur les micro-projets, je suis fondamentalement contre. Quand j'ai été élu par mes pairs questeurs à l'Assemblée nationale, j'ai repris une bataille qui avait commencé à la 8e législature, qui s'était amplifiée à la 9e législature, et maintenant à la 10e législature, on est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous avons, comment dirais-je, nous nous sommes concertés et nous avons demandé une intervention au niveau du président de l'Assemblée nationale, ce qui a été fait, pour que le président national essaye de changer la donne avec ses micro-projets. Parce que voyez-vous, ce qui est important pour le député, c'est de pouvoir impacter le développement de sa circonscription. Aujourd'hui, quelle que soit votre circonscription, avec 8 millions de francs, vous n'impactez, à part refaire la peinture d'un ou deux bâtiments, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Donc, aucun bilan à présenter sur les... Voilà, donc vous voyez, et c'est pour cette raison d'ailleurs que être député n'attire pas grand monde de qualité et les résultats, c'est ce que nous voyons sur le terrain.
Et donc, il fallait changer cela. Il faut changer la place du législateur dans la République. Et nous avons fait tout un travail là-dessus, en petits groupes, dans un groupe restreint, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, qui ont été proposés pour que le législateur, qu'est le député, puisse continuer à impacter le développement. Il faudrait, c'est notre souhait, que ces députés-là aient, que tous les députés aient des droits de tirage sur le budget d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de vous donner 8 millions de francs, qu'on donne le droit à chaque député, dans sa circonscription et au-delà, d'inscrire des projets de développement à une certaine hauteur. Notre souhait que ce soit au minimum autour de 100 millions de francs, ça sera une fraction de ce qui se passe dans d'autres pays. Vous développez un projet, vous l'amenez à maturation en tant que député. Vous avez un budget pour maturer les projets. Vous l'amenez en début d'année chez votre délégué départemental ou régional, selon ce qui sera convenu du ministère de l'économie et du plan. Vous déposez, on les nettoie et on les introduit dans les budgets d'investissement public de l'année qui va suivre. Donc ça fait tout son processus. Et une fois que cela arrive, et ce n'est rien, ce n'est que 1,8 milliard de francs, ce n'est pas grand-chose pour le budget d'investissement, c'est vraiment une petite fraction, mais qui pourra avoir un effet exponentiel au niveau de la base. Et une fois que ces projets, vous pouvez décider d'inscrire 100 projets de 1 million de francs, ou vous pouvez décider d'en faire 10 de 10 millions, ou un seul à hauteur de 100 millions. Et une fois que c'est inscrit dans le budget, et que le budget passe, c'est au ministère de l'économie du plan de conduire le budget jusqu'à son terme, c'est-à-dire par tous les canaux habituels, le MINMAP pour l'appel d'offres, etc. Le député est coupé de tout cela. Tout ce que le député fait, c'est d'être dans la commission de suivi pour s'assurer que son projet arrive à terme. Et une fois qu'il arrive à terme, le député est naturellement là à la réception du projet pour le remettre aux populations. Cela fera deux choses. La première chose, c'est que le député pourra s'impliquer de façon valable dans le développement local. Deuxièmement, le député aura maintenant de façon officielle ce rôle qu'il exerce aujourd'hui. Pour beaucoup, ils vont vendre les terres de leurs parents pour pouvoir le faire. Et troisièmement, le député pourra, comment dirais-je, pourra avoir, en fait, ne sera plus confronté par le fait qu'au lieu de contrôler l'exécutif, il se fait contrôler par l'exécutif. Vous voyez, le député aujourd'hui, au lieu de contrôler 5 400 milliards, il se fait contrôler pour 8 millions. Ouais. Il se fait contrôler pour 8 millions. Et ce sont ces inversion de valeur. Et ce sont ces incongruités-là qu'il faut arrêter à tout prix. Et alors, nous espérons que tout cela arrivera en place cette année pour qu'au budget de novembre, ça sera en place et que finalement, ce cauchemar des micro-projets sera derrière nous. Alors, parlons donc précisément du contrôle de l'action gouvernementale que vous avez revendiqué vous-même comme étant l'une des fonctions essentielles, l'un des rôles essentiels du député. Vous êtes resté relativement silencieux face au dernier scandale en rapport avec la dépense publique. Je pense notamment à ce qu'on a appelé le Covid-Gate, qui a fait l'objet d'un rapport de la Chambre des comptes, qui était censé d'ailleurs être présenté en session à vos députés, session annoncée, affichée au Barbillard et du Palais de Verre et de l'Hôtel des députés, finalement annulée. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé autour de cette affaire? Et pourquoi êtes-vous resté, comme j'ai dit tantôt, silencieux sur la question? Déjà, vous aurez posé la question à un député du RDPC, peut-être il aurait eu la prétention de vous répondre. Je suis un député de l'opposition. Et je pense que mon collègue du SDF, que vous ne citez que quand vous voulez les faits divers, l'honorable Nietzsche, a fait des dénonciations là-dessus. Donc, une fois qu'il a fait ces dénonciations-là, qu'elles soient exactes ou pas, on ne va pas se battre pour comment dirais-je, être une caisse de résonance des dénonciations déjà faites ou de tripler les dénonciations. Non, il a fait des dénonciations en tant que député. Il les a signées en tant que député. Je regrette d'ailleurs qu'il ne les ait pas signées en tant qu'SDF, mais ça, c'est un autre débat. Et une fois que c'est sur la table... Et vous étiez solidaire de ces dénonciations? Écoutez, une fois sur la table, moi, je ne peux que dénoncer ce que je sais. Donc, il avait peut-être des documents que je n'avais pas, et ce qui est une bonne chose pour la démocratie camerounaise. Moi, je sais qu'à mon niveau,
il y avait beaucoup plus que ce qui a été dit. Et que ce qui avait été dit à l'époque... Ce qui avait été dit à l'époque n'était que la pointe de l'iceberg. Vous savez, je suis un homme politique. Et ce n'est pas parce que Polycarpe Essomba cherche des buzz pour ses émissions que je veux mettre toutes mes cartouches sur la table. Ce n'est pas des buzz, c'est de l'information. Polycarpe Essomba, je suis un homme politique. J'ai mes cartouches. Quand je vais à la chasse, je n'utilise pas toutes mes cartouches pour revenir à la maison. Okay, donc, il y a des choses qu'on met sur la table au bon moment, il y a des choses qu'on garde pour après. Je peux vous dire, je peux vous dire sans prétention, aucune, que si je devais mettre à la table de cette émission tout ce que je sais aujourd'hui, il y aura peut-être un tsunami à Yaoundé. Si on me croit. Qui protégez-vous? Je ne protège absolument personne. Mais je sais quand utiliser ce que j'ai sur moi. Je sais quand utiliser. Demain, si par exemple, on était arrivé jusqu'à la plénière spéciale sur le Covid, j'aurais mis des éléments sur la table que vous ne connaissez pas. Mais pourquoi voulez-vous que je les mette aujourd'hui pour que les gens aillent chercher comment je peux dire, des défenses pour se préparer à faire des défenses sur les éléments que j'ai aujourd'hui. Donc, et n'oubliez pas que si j'ai ces éléments, je ne suis pas le directeur de la recherche extérieure. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui les ont aussi. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, utiliser toutes ces cartouches quand on va à la chasse. On dit toujours qu'il faut garder quelques-unes quand on rentre. Pour dire aux Camerounais, ce soir, qu'autour du Covid-Gate, il y a eu d'énormes scandales. D'ailleurs, il y a un rapport d'une institution assermentée qui le confirme. Le scandale du Covid-Gate, Polycarpe Essomba, si vous voulez qu'on y rentre, ça ne m'intéresse pas en tant que tel. Le scandale, c'est le détournement que fait Paul Biya de la loi. Okay? Je ne vais pas courir derrière les 40 voleurs quand il y a Ali Baba. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dépensez 260 milliards sans passer par l'Assemblée nationale, c'est que vous êtes en détournement de fonds. Quand vous dépensez des centaines de milliards à répétition sans passer par l'institution qui est censée contrôler l'action du gouvernement, et c'est son rôle constitutionnel, c'est que vous avez déjà au départ détourné l'argent. Maintenant, si le voleur est volé, je ne vais pas courir derrière celui qui vole le voleur. Moi, je suis député de la nation, donc je vais beaucoup plus loin. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous faire le plaisir de tout mettre sur la table aujourd'hui, mais je peux vous dire une chose, c'est que ne vous trompez pas de cible, c'est toujours trop facile d'arrêter le petit qui est tout en bas, qui est vu, alors que le grand qui est en haut, comme on le dit au quartier, alors que le big katik en haut est encore bien protégé. Donc, nous savons ce qui s'est passé, nous avons des éléments là-dessus. Nous savons pourquoi ce n'est pas venu à l'Assemblée, parce qu'il fallait protéger les gens qui étaient au-dessus de ces ministres-là. Nous savons que pour nous, ce n'est pas intéressant de courir après un ministre. Le maximum qui va arriver après ce ministre, c'est qu'il va aller en prison, il sera remplacé et on va passer à autre chose et le peuple camerounais va applaudir. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous avez, voyez-vous, nous sommes depuis 30 ans dans l'opposition. Quand vous avez, depuis le début, depuis 1997 que le SDF est à l'Assemblée nationale, nous disons qu'il y a des scandales, qu'il y a des vols, des détournements. M. Biya nous a demandé d'apporter les preuves. Quand nous avons apporté les preuves des rideaux de M. Munchipi, on a créé le Munchipo Gate et tout s'en est suivi par la suite. Subitement, on était d'accord que les gens peuvent détourner de l'argent. Mais le mal n'est pas là, M. Essomba. Le mal, c'est que les mêmes personnes détournent dans les mêmes départements ministériels, année après année, on change les personnes, d'autres viennent, et ça s'empire, et tout le monde porte à croire que c'est une histoire de personnes. C'est une histoire de système. Et c'est ce système qu'il faut changer, c'est ce système qu'il faut dénoncer. Et, voyez-vous, je ne vais pas aider M. Biya ou son régime à pointer le doigt sur un ministre, parce que quand vous pointez le doigt sur le ministre, ce que vous êtes en train de dire à l'opinion, c'est que M. Biya est bon, c'est le ministre qui est mauvais. Non, c'est tout le système qui est mauvais. C'est tout le système qu'il faut changer. Vous êtes peut-être, vous tapez au sommet, c'est votre droit, c'est légitime, je comprends tout à fait cet argumentaire, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez des amis? J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous protégez quelqu'un, vous avez semblé botter en touche? Non, pourquoi je protégerais? Ce que je protège, c'est le peuple camerounais. Oui, mais voilà, Covid-Gate, et puis après, il y a eu
les investissements massifs qu'on a fait pour la CAN. Vous pensez, Polycarpe et Somba, tout ça, d'énormes scandales. Polycarpe et Somba, tout ça. Et le député que vous êtes, qui est censé contrôler l'action du gouvernement, n'a toujours rien dit. Polycarpe et Somba, tout quand vous détournez le fonds public, ce n'est pas seulement voler dans la caisse. C'est prendre de l'argent qui était prévu pour payer les enseignants et aller construire un stade. C'est ça le détournement. C'est le début du détournement. Après, si au niveau du stade, on vous vole les sacs de ciment, c'est un deuxième détournement. Moi, je suis député de la Nation, c'est le premier détournement qui m'intéresse. Parce que quand je vous accorde 5 400 milliards, malgré toutes mes incantations, vous passez avec, parce que vous avez une majorité obèse au Parlement. Mais excusez-moi, faites quand même ce que vous-même vous avez dit que vous allez faire avec cet argent. Ne faites pas autre chose après. J'aimerais juste vous rappeler que je suis le député qui a levé le problème du chapitre 94 lors de la session budgétaire de novembre passé à l'Assemblée nationale, que d'aucuns aujourd'hui trouvent comme ils trouvent le chapitre 94 que des gens aujourd'hui pensent que c'est un gros sujet pour à nouveau sortir des scandales. Je suis désolé, monsieur Polycarpe et Somba. C'est tout. S'il y a un problème avec cette ligne, c'est tout le gouvernement qui est coupable, c'est pas une personne. Parce que cette ligne existe depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, cette ligne a alimenté ce régime d'une façon ou d'une autre. Et financé un certain nombre de choses sans traçabilité, de manière complètement opaque. Bien sûr. Alors, et c'est ça le rôle du député. Oui. Le rôle du député, c'est aller au-delà des individus. Si un ministre a plus volé, c'est une bonne chose que le parquet s'occupe du voleur. Mais c'est encore une meilleure chose que le député corrige la faille dans le système qui permet à ce ministre de voler. Alors, le temps passe très très vite, Joshua aussi, malheureusement. C'est parce que il y a beaucoup de choses. Vous attardez sur des faits divers, c'est pour cela. C'est considéré comme faits divers. Moi, je pense que c'est important pour notre public, pour vos militants aussi, de savoir ce que la direction du parti pense, notamment de la vie du parti. Nous allons aborder une question d'actualité, c'est la grève courante des enseignants, une grève qui met à mal tout notre système éducatif. Ça fait maintenant 2 semaines et plus que l'école est complètement paralysée. Est-ce que vous êtes solidaire des initiateurs de ce mouvement? Est-ce que vous comprenez le cri de colère, l'énervement de ces enseignants? Je peux vouloir être prétentieux en disant que je le comprends même mieux qu'eux. Parce que, au fait, c'est intolérable ce qui se passe. Vous savez, il y a une telle accumulation des frustrations au Cameroun aujourd'hui que j'arrive pas à comprendre. Et j'ai même d'ailleurs l'impression que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui font exprès pour essayer de nous faire mal pour qu'il y ait ces réactions. Déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que je suis social-démocrate, je suis du SDF, et pour nous, les mouvements les syndicats et tous les mouvements qui en découlent sont de notre ADN. En tant que sociodémocrate, nous sommes un parti travailliste, donc nous sommes avec les syndicats, nous sommes avec tout ce qui se passe là. Deuxièmement, je n'arrive pas à comprendre comment chaque année, que ce soit en commission de finances ou en plénière, nous donnons un budget au gouvernement camerounais pour gérer 100% des dépenses de fonctionnement de l'État et que chaque année, lors de la loi de règlement, ils viennent même avec un dépassement de ce budget de fonctionnement et nous fermons les yeux parce que nous disons c'est un budget de fonctionnement, mais que de l'autre côté, ceux qui sont censés recevoir cet argent nous font comprendre qu'ils ne l'ont jamais reçu. Comprenez? Il y a quand même un problème, et un problème fondamental. Il n'y a pas eu une seule année où l'Assemblée nationale n'a pas viré la totalité de ce que le gouvernement a demandé pour son fonctionnement. Il n'y a pas une année. Il faut ajouter à cela. Il faut ajouter à cela. Il faut ajouter. C'est la qualité de la dépense. Il faut ajouter à cela. Il faut ajouter. Ce sont les vrais sujets qui m'intéressent. Au lieu de courir derrière les petits voleurs. C'est pour ça que j'ai dit ce qui m'intéresse, c'est Alibaba, ce n'est pas ces 40 voleurs. Mais pour revenir, ce n'est pas la qualité de la dépense uniquement. C'est aussi peut-être 20% du problème. Pour revenir à ce que je disais sur l'enseignement, il est quand même scandaleux que, année après année, nous interpellons le gouvernement sur le vol ou le braquage à ciel ouvert
des parents d'élèves avec cette histoire de parents d'élèves qu'on a créée pour pouvoir, comment dirais-je, pallier au manquement du gouvernement. Donc, l'éducation nationale reçoit, je crois, c'est le deuxième plus gros budget Absolument. de la République. Ensuite, chaque parent cotise pour ses enfants. Ensuite, curiosité planétaire, au Cameroun, les parents doivent encore acheter les manuels scolaires qui n'ont pas décidé, que quelqu'un, Yaoundé, décide parce que c'est son copain qui édite le livre, donc c'est ce livre-là que les enfants auront, qui est un autre scandale. Les parents sont obligés de payer les impôts pour que l'école existe, de payer les APE pour que l'enfant ait droit à une inscription, de payer les manuels scolaires, et ensuite, avec tout ce qu'on donne, il n'y a pas de cantine scolaire, il faut encore payer les tenues, il faut ceci, il faut cela. S'il faut toucher un ordinateur, il faut payer. S'il faut jouer au football, il faut payer. S'il faut ceci, il faut payer. Bref, on a sorti du champ de l'éducation tout ce qui est même essentiel à cette éducation-là, donc tout ce qui est autour du livre, pour remettre la responsabilité entre les poches des parents. Et aujourd'hui, on nous dit que malgré le fait que le parent paye déjà 80% de la facture de l'éducation au Cameroun. Parce que si vous ajoutez à cela tous ceux qui sont obligés, parce que l'école n'arrive pas partout, l'école de l'État n'arrive pas partout, sont obligés de mettre leurs enfants dans des écoles privées. Si vous ajoutez les frais qu'on exige à nos étudiants dans les universités d'État, etc., à la place des bourses qu'on devrait leur octroyer, si vous mettez tout ça, vous voyez que aujourd'hui, le parent supporte 80% de l'éducation des enfants et l'État 20%. Alors, ce qui n'est pas normal. Mais là où je ne suis pas d'accord, et vraiment là où ce gouvernement insulte le peuple, c'est que les 20% qui restent entre ses mains, il n'arrive pas à satisfaire ses enseignants avec. Et là, il y a un problème de fond. Vous avez sans doute, comme nous tous, pris connaissance de la première réponse, j'allais dire concrète, du gouvernement par rapport à cette grève, les 2,5 milliards annoncés pour... J'ai vu une réponse de la présidence et pas du gouvernement. Enfin, du gouvernement, l'exécutif. 2,5 milliards. C'est pas la même chose. 2,5 milliards, donc, pour commencer à solder progressivement cette question, là où les enseignants espèrent une cagnotte globale qui est chiffrée autour de 181 milliards. Est-ce que vous trouvez que la réponse du gouvernement est vraiment pertinente? On a pu détourner 260 milliards du budget de l'État pour le Covid, mais on n'arrive pas à détourner 100 milliards pour les études, pour les enseignants, pour l'éducation de nos enfants. Vous savez, on est au mois de mars, on est en train d'aller catastrophiquement vers une année blanche, malheureusement. Je ne le souhaite pas. Je souhaite que des mesures fortes soient prises et je souhaite... On n'en prend pas le chemin, d'après vous? Selon Écoutez, les annonces et si autres. rien n'est fait, si on se base sur les 2,7 milliards de M. Biya, on est en plein sur ce chemin-là. Maintenant, j'espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil au sommet de l'État pour essayer de nous ramener vers la réalité et de sortir une enveloppe beaucoup plus conséquente pour sauver cette année. Vous savez, on passe... Ça fait presque 3 années plus ou moins blanches qu'on place avec Covid et tout ça. Il ne faut pas venir ajouter ça là-dessus. Vous pensez que l'État a aujourd'hui, l'État du Cameroun a le moyen de satisfaire les revendications des enseignants? Écoutez, le chapitre 65, le chapitre 94, rien que le chapitre 94 seul peut satisfaire tout ce qu'ils demandent et peut même ajouter quelque chose dessus. Maintenant, j'aimerais juste dire une chose. Il y a aussi des choses que les enseignants demandent sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais moi, je suis un opposant, donc je ne suis pas au pouvoir pour dire que je suis d'accord ou pas. Mais il y a des choses qui demandent, par exemple, le fait de payer des primes linéaires, etc. Moi, je pense que les primes devraient être collées au mérite. Je pense qu'il faudrait aussi penser à la pénibilité du travail, c'est-à-dire qu'un enseignant à Kolofata ne devrait pas avoir le même traitement qu'un enseignant à Chinga, parce qu'il a d'autres problèmes quand il est là-bas. Donc tout ça devrait être pris en compte, mais tout cela peut être fait de façon aisée, c'est-à-dire en une fraction de seconde, tout simplement en demandant, soit en utilisant ces lignes qui sont disponibles, 94 par exemple, pour parler que de celles qui... Je parle de 94 parce que c'est celle logée au ministère de l'économie. Ou alors qu'on fasse très simplement, qu'on fasse un collectif budgétaire pour y arriver. On est en pleine session dans quelques jours. Pour faire une correction.
on fait un collectif budgétaire, ça s'appelle comme ça, pour pouvoir corriger les lignes. Vous savez, même sur les lignes, le MINEPAT, le ministère du Plan et de l'Économie, ainsi que le ministère des Finances, a le droit de bouger les lignes jusqu'à des limites. Mais s'ils ne veulent pas le faire, eux, s'ils ne veulent pas être à l'initiative, ils peuvent le ramener au Parlement et dire, écoutez, on a un problème, on a une dette qu'on n'avait pas vue. Quelle honte, mais on a une dette qu'on n'avait pas vue et que, messieurs les députés, est-ce qu'on peut réduire un peu de ce qu'on met ici pour mettre un peu là-bas et pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc on est loin au-delà de ce qui est réclamé. Vous savez, si aujourd'hui on est attaqué par un pays voisin, ou même si on est attaqué par la Russie ou par les États-Unis, M. Biya ne viendrait pas à la télé nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour aller en guerre. Comprenez. Donc, aujourd'hui, on a tous les moyens qu'il faut. On a tous les moyens qu'il faut pour solder cela. Et je dis juste, quand les élèves commencent à entrer dans la danse, ça devient très dangereux. Et il faudrait que le gouvernement... Hier à Douala, à que le gouvernement dans tout le pays d'ailleurs. On a vu à Bouya, à Douala, à Ibolova. Il faudrait donc que le gouvernement agisse avec rapidité pour essayer de résoudre ce problème. Les points de la dette... C'est non négociable, il faut le faire, mais non sur le reste, on peut discuter. Alors, ma réalisatrice Pauline me signale que le temps est quasiment fini, mais je voudrais lui prier de nous accorder encore un petit moment pour aborder deux petites questions. Pour me crucifier encore plus? Non, vous en sortez plutôt bien jusque-là. Merci. L'Africa Foot, enfin le foot, vous savez que vous êtes très très sensible à ce qui se passe au niveau de l'Africa Foot. Je suis président de club. Vous êtes président de club, vous avez été même à l'Africa Foot. Je suis toujours. Ah, vous êtes toujours. En tant que président de club, vous êtes à l'Africa Foot. Bon, Je ne suis pas président de club de handball. Très bien. Voilà. Donc on a un nouvel exécutif avec l'arrivée de Samuel, qui est le nouveau président de l'instance. Comment vous avez accueilli son arrivée à Écoutez, il a eu la grandeur d'esprit de m'associer à son arrivée dès le départ, et je pense que j'ai été parmi les premiers à le pousser pour aller jusqu'au bout. Ça c'est une information, parce que moi, mes informations, c'est que vous étiez plutôt dans le camp Sédou. Ah non, vous savez, il n'y a pas de camp. Vous savez, c'est une élection, voilà, il y a plusieurs candidats. C'est pas une élection en liste. Chacun est élu, hein, donc vous avez... chacun est élu donc à vous son étiez poste. À tous les râteliers, si je comprends bien. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'il n'y a pas de liste. Vous ne pouvez pas être dans une liste ou dans une autre. Non, je ne parle pas de liste. Je parle de soutien, y compris moral. Non, je pense qu'au niveau... Votre soutien allait pour qui? Avant l'élection de Samuel, vous souteniez qui? Je pense que quand Samuel s'est présenté et m'a présenté son projet, j'étais très content du projet qui était le sien pour le football. Et je lui ai donné ma bénédiction et je lui ai donné tout mon soutien. Et d'ailleurs, c'était connu de tous. Tous ceux qui m'ont posé la question, je l'ai dit. Et j'ai même œuvré dans la campagne pour qu'il arrive à un moment donné. Bon, maintenant, j'essayais pas d'aller au front dans cette campagne-là parce qu'il faut quand même avoir de la retenue, il faut avoir un minimum de respect pour les candidats qui étaient en lice. Et voilà, donc moi, je suis heureux qu'il y ait... ce rajeunissement qui est... Et comment vous jugez ces premiers pas? Très encourageant, très encourageant, très encourageant. Ah bon, malgré toutes les critiques? J'aurais pas pu faire autant. Vous savez, les Camerounais adorent la critique. Et si vous n'êtes pas critiqué, ça veut dire que vous êtes dans votre lit en train de dormir. Donc, dès que vous travaillez, on va vous critiquer. Donc, au fait, chaque fois que j'ai une critique, je lui dis, mon vieux, continue, vas-y, tant qu'on te critique, ça veut dire que tu bosses. Et ce qui est bien avec quelqu'un comme Samuel, c'est qu'il sait se faire entourer, il sait se faire accompagner et il sait écouter. Et je pense qu'on a une immense chance de l'avoir en tant que président de la Fédération camerounaise de football. En tout cas, moi, je me réjouis. C'était mon vœu. Mon vœu a été exaucé par les délégués à son élection et j'ai fêté son arrivée et voilà, et on avance. Il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour le président Seydou Bombodjoa pour apaiser les choses à l'époque et aujourd'hui c'est le temps du rêve de Samuel Eto'o pour faire décoller la machine. Quand on arrivera en croisière... Vous approuvez le choix qu'il a fait de la nouvelle équipe Alors je le félicite. Des Lions Indomptables. Je le félicite pas pour le choix. Le choix, c'est son droit. Je n'ai pas le droit de critiquer son choix. C'est lui le président de la fédération.
il a un comité d'urgence, il a un comité exécutif avec lequel il peut faire ce choix. C'est eux qui ont, comment dirais-je, la compétence pour faire le choix. Ah, mais je le félicite d'avoir choisi, parce que c'est le premier président de la Fédération camerounaise de football qui se réattribue le rôle de choisir le sélectionneur de l'équipe nationale. Jusqu'à présent, malheureusement, tous ceux qui étaient là se sont pliés aux injonctions du ministre. Et justement, comment vous appréciez la passe d'armes qu'il y a eu avec la tutelle et le dénouement de cette passe d'armes, justement, avec la confirmation de ces choix? Pour moi, ce qui importe, c'est est-ce que le sélectionneur, finalement, aujourd'hui, est le choix de la fédération? Oui. Le reste, comment il est arrivé, c'est entre eux. Ils doivent pouvoir apprendre à se parler. Le ministre, c'est la tutelle de la FECAFOOT, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, si vous avez eu une passe d'armes, si vous avez eu des échauffourées, etc., il faut savoir raison garder, aller vers le ministre par la suite pour dire, OK, voilà, il y avait tel problème, on l'a réglé, avançons. C'est ce que je lui conseillerais, mais je le félicite pour avoir finalement mis sur pied cette jurisprudence que la Fédération camerounaise de football est propriétaire des liens rentables et le sélectionneur en fait partie. C'est un employé de la Fédération camerounaise de football et pas de l'État du Cameroun. D'ailleurs, il n'y a pas d'employé de l'État du Cameroun qui touche 60 millions de francs à ma connaissance. Alors, on va sortir définitivement de cet entretien avec 2 ou 3 autres questions politiques. Vos rapports avec Maurice Kamto? Écoutez, ils sont courtois. Je pose la question à dessein parce que, vous savez, il a été en prison. On ne vous a pas vu lui rendre visite. Il a été embastillé chez lui pendant de longs mois aussi. On ne vous a pas entendu, là encore. Il y a un certain nombre de militants du MRC qui sont encore aujourd'hui emprisonnés. On ne vous a pas non plus entendu sur cette question-là. Est-ce que... Vous savez, Polycarpe, je ne fais pas partie de ces hommes politiques qui passent son temps à publier l'empathie. Je pense que c'est quelque chose de... C'est par pudeur? C'est pas seulement la pudeur, c'est du savoir-vivre. C'est pas fondamentalement sain que de prendre des photos parce que vous avez donné des médicaments à quelqu'un qui ne pourrait pas s'en procurer. C'est pas sain pour la société que de faire un film d'une remise de petits dons à des gens qui ont besoin de cela pour vivre. Je pense que si vous voulez donner quelque chose, Polycarpe, vous êtes devant moi. Si demain vous avez un besoin, je ne le souhaite pas, quel que soit ce besoin-là, vous n'aurez pas envie que je passe à Dash TV dire que Polycarpe avait un problème de 10 000 francs. Ce que vous voulez nous dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Vous êtes resté... Quand il avait besoin de soutien. Je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons de façon presque hebdomadaire ensemble, avec beaucoup de courtoisie d'ailleurs, et la question de la réforme de façon très sereine. Cette question-là. Sur la refonte, sur une proposition de la réforme du code électoral actuel. Et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Tous les leaders qui sont présents dans ces travaux-là sont sur la même longueur d'onde à ce niveau. Et ça a créé un esprit de collaboration fantastique parce que nous rigolons, nous avançons, nous nous comprenons, nous échangeons des expériences, etc. Est-ce que les Camerounais peuvent fonder de l'espoir dans cette dynamique? Justement, lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur et dans l'histoire de notre opposition, ce qu'a donné souvent les coalitions, les regroupements, ce qu'ont donné souvent les regroupements des leaders de l'opposition. Est-ce que là, on peut penser que c'est parti pour aller jusqu'au bout? Au moins jusqu'à ce que la proposition soit présentée publiquement. La question que je vais vous poser, c'est quoi le bout pour vous? Donc, vous posez une question qui, à mon humble avis, n'a pas de sens. Nous travaillons ensemble, c'est ce qui est important. Nous irons jusque là où il faudra aller. S'il faut aller jusqu'où? Vous voulez aller jusqu'où? S'il faut être ensemble jusqu'à la mort, on sera ensemble jusqu'à la mort. Il n'y a rien qui nous sépare en ce moment. Nous avons décidé de travailler ensemble pour faire une proposition collégiale de ce que nous pensons être des avancées dans le code électoral actuel. Mais on vous a informé, M. Essomba, que les travaux que nous faisons ne sont que sur le code électoral. Notre souhait, c'est de revoir la Constitution au niveau des élections. Parce que on ne peut pas toucher, par exemple, aux élections à 2 tours. On ne peut pas toucher à la limitation des mandats. On ne peut pas toucher à toutes ces choses qui sont très importantes pour nous. Vous appelez à une réforme nous commençons avec le code électoral. Nous pouvons continuer, pourquoi pas, avec la Constitution. D'ailleurs, nous nous sommes dit
qu'à chaque fois qu'il y a un texte important à l'Assemblée nationale, nous allons nous réunir pour prendre une position commune, tant que c'est possible, parce que nous sommes des leaders, chacun est occupé à faire ce qu'il fait, et puis des fois les textes arrivent et puis passent en plénière 2 jours plus tard, donc il faut le faire très rapidement. Nous ne vivons pas tous dans les mêmes villes, moi à Douala, monsieur le président Kamto à Yaoundé, le président Tomaino Damdjoe à Fumban, etc. Donc c'est pas facile de se réunir. Mais je pense qu'on a créé une dynamique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons invité l'UNDP à nous rejoindre dans cette dynamique-là. Et je pense que... Vous allez chipper dans le camp de la majorité présidentielle? Non, non, puisque nous invitons même le RDPC à nous rejoindre. Très bien. Puisque, voyez-vous, sur les 342 contentieux qu'il y a eu lors des dernières élections, 95% étaient du RDPC. Donc eux-mêmes, ils ont un problème avec cette loi. Donc c'est pour ça que nous avons dit au RDPC, venez nous rejoindre. Savez-vous, les premiers qui ont fait ce travail, c'est Elecam eux-mêmes. Elecam, ils ont dit qu'il y a un problème avec le code électoral, qu'il faut le revoir. Parce qu'eux-mêmes, le régulateur de l'élection, n'arrive pas à comprendre certaines dispositions de la loi. Donc il y a un problème fondamental. Si le RDPC fait 300 recours, il y a un problème. Si Elecam dit qu'il faut changer la loi, il y a un problème. Si l'opposition, dans son immense majorité, s'assoit pour faire une proposition, c'est qu'il y a un problème. Donc si tout le monde est d'accord qu'il y a un problème, on ne chipe personne d'un camp pour créer une nouvelle majorité ou renforcer l'opposition. Non, nous disons tout simplement que c'est une plateforme citoyenne et républicaine. Et d'ailleurs, nous avons invité les organisations de la société civile à participer et nous avons eu une 50aine de propositions venant d'elles que nous avons intégrées pour la plupart dans les travaux que nous menons aujourd'hui. Je choisis, en 2018, vous étiez donc candidat à l'élection présidentielle avec le score conseil. Aujourd'hui, rendu en 2022, l'élection présidentielle, la prochaine, c'est dans 3 ans. Est-ce que vous voyez toujours un destin présidentiel? Est-ce que vous entendez recandidater à la tête du Cameroun? Le destin présidentiel ne souffre de rien, Polycarpe Essomba. Je n'étais pas dans une aventure en 2018, j'étais en train de dérouler un destin. Donc, il ne souffre absolument de rien. Mais maintenant, vous n'allez pas aux élections parce que vous voulez juste aller. Entre aujourd'hui et 2025, si l'élection aura lieu en 2025, on verra quelles sont les conditions. Le travail que nous faisons en amont, c'est-à-dire par exemple avec le code électoral, c'est pour déblayer le chemin à ce moment-là. Et force est de constater que le souhait le plus profond qui m'habite et celui qui habite l'immense majorité des Camerounaises et des Camerounais, c'est qu'on change finalement de système. Et pour changer de ce système aujourd'hui, avec la constitution que nous avons, ça ne peut que passer par la présidence de la République. Mais maintenant, si nous arrivons à changer même la forme de l'État de façon horizontale ou verticale, en fédération, en république, en régime parlementaire, excusez-moi, et que c'est le Parlement qui détient tous les pouvoirs à ce moment-là, peut-être pour changer. Vous savez, on ne va pas à la présidentielle parce qu'il faut aller, parce qu'il faut aller, parce qu'il faut aller. Si on réussit, ce qui est mon vœu, de donner plus de pouvoir au Parlement, par exemple, ça veut dire que c'est le Parlement qui pourra changer de système. Donc il faudra être au Parlement. Maintenant, juste pour finir... Aujourd'hui, vous n'êtes pas candidat, je comprends bien. Maintenant, je vous dis que mon destin... Il y a des préalables. Mon destin est intact. Oui. Aujourd'hui, si nous parlons... Ce qui est certain, c'est ce que je voulais vous dire. L'après-Biya est certain. Et c'est certainement plein d'incertitudes. Et donc, il ne faut pas croire que nous sommes dans un long fleuve tranquille, comme dans des démocraties installées solidement, où on attend tranquillement 2025 pour une élection. Il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent se passer avant. Donc je ne veux pas aller prendre les militantes et les militants, les embarquer dans un train de la présidentielle, quand le train de l'heure, c'est de garder le pays sur des rails. Voilà le train de l'heure. Il y a des inquiétudes à ce niveau? Vous avez peur? Mais bien sûr, regardez tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, excusez-moi. Mais il y a un tel niveau de scandale, de problèmes, de tension qu'on ne peut pas tenir éternellement comme ça. Je reviens de l'extrême nord. Vous savez, à l'extrême nord, ici dans le Grand Sud, on applaudit quand la lumière revient alors qu'on a payé la facture. Dans le Grand Nord, on ne peut même plus applaudir parce que le temps d'applaudir, la lumière est déjà repartie. La moitié des Camerounais aujourd'hui n'arrivent pas
à boire de l'eau potable, les 3/4. D'ailleurs, j'étais même dans un supermarché l'autre jour et devant moi, il y avait un caddie poussé par le directeur de Camwater qui achetait de l'eau en bouteille. Ça veut dire que lui-même a besoin de l'eau en bouteille pour pouvoir avoir de l'eau potable, alors que le contrat que nous avons en tant que citoyens, c'est un contrat pour de l'eau potable, c'est pas un contrat pour de l'eau jaune. Très bien, j'aime l'image. J'aime l'image. Terminons vraiment. Donc j'aimerais juste vous dire, Monsieur Ponika... C'est terminé, Joshua. D'accord. Un dernier mot, sur la guerre qui a cours en ce moment entre la Russie et le monde occidental, et donc l'Ukraine est le théâtre. Quelle est votre position, la position du SDF là-dessus et la position du député Joshua aussi? Je pense que le temps imparti ne me permet pas de répondre sereinement à cette question parce qu'elle est beaucoup plus profonde que 2 minutes. J'aimerais juste vous dire que le monde a profondément changé. On n'est plus ce qu'on était il y a 10 ans. On n'est plus ce qu'on était il y a 1 an. Beaucoup de lignes ont bougé. Aujourd'hui, nous avons pris conscience en tant qu'Africains que seule l'Afrique peut tenir le destin entre ses mains et avancer. Nous héritons nos pays de gens qui pensaient, peut-être parce qu'issus des colonies, qui pensaient que nos destins étaient liés à des forces étrangères. Aujourd'hui, nous avons compris que ce n'est pas le cas. Je me réjouis du fait qu'il n'y ait plus véritablement un pouvoir dominant, au moins pour le moment, qui fait en sorte que l'Afrique ne doit plus nécessairement subir la pensée unique, mais peut faire jouer la balance des pouvoirs des superpuissances. Mais dans tout cela, je pense que ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes seuls maîtres de notre avenir, de notre destin. Nous devons le reprendre en main. Nous avons l'exemple du Mali, plus proche de chez nous, en RCA. Nous avons vu ces changements. Nous avons la chance de pouvoir prendre ce qui était bien chez les autres et ce qui est moins bien. Mais en tout cas, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'on ne peut plus mettre tous nos œufs dans le même panier. Et dans la position sur la crise, sur la guerre? Nous ne pouvons pas avoir de position sur la crise en dehors de celle pour militer pour un respect des droits de l'homme en Ukraine et d'ailleurs au-delà, surtout les droits des Africains qui se sont trouvés en Ukraine quand la guerre a déclenché. Là-dessus, nous sommes intransigeants. Mais nous ne pouvons pas avoir une opinion parce que cette guerre est entre des puissances qui sont au-delà de notre sphère d'influence. Donc notre opinion va plutôt vers le gouvernement camerounais. Voilà notre sphère d'influence. Nous disons que nous avons vu cette guerre venir, nous avons vu cette crise arriver, nous savons ce qui se passe à notre frontière à l'Est, nous savons ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Avec tout cela et avec toutes ces pressions externes, il faudrait peut-être s'occuper rapidement des enseignants avant que ces pressions externes ne commencent à influer notre quotidien ici. Vous savez, le baril est à 140 $ aujourd'hui. Ça veut dire qu'à la pompe, normalement, et j'invite le gouvernement, par exemple, à faire appliquer cela sur la pompe pour ne pas utiliser encore une fois l'argent des médecins et des enseignants pour pouvoir faire en sorte que les prados des plus riches puissent faire le plein. Ça veut dire qu'à la pompe, le litre sera bientôt à 1000 francs, ça veut dire que la baguette de pain sera à 300 francs, etc. Et tout ça est en train d'arriver. Ça veut dire aussi plus de devises pour les pays producteurs de pétrole. Ça ne veut pas forcément dire plus de devises pour les pays producteurs de pétrole. Je vous arrête là parce que, voyez-vous... Je suis un piètre économiste, hein, donc... Voyez-vous, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je disais que votre question, elle ne peut pas être répondue... on ne peut pas la répondre en si peu de temps. On prendra dans le temps d'une autre émission pour parler de tout ça. Merci en tout cas, Joshua, aussi d'avoir accepté amicalement cette première invitation sur Dash News. Merci pour l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous reviendrez volontiers la prochaine fois. Écoutez, vous m'avez coupé pendant 1h30. Non, du tout. Un 8 mars où je devais être en train de commémorer la journée internationale de la femme avec toutes ces femmes vaillantes et là dehors. Donc, je vous enverrai une petite amende. Joshua aussi, en tout cas, merci encore. Merci à vous surtout de nous avoir regardé cette semaine encore. C'était notre invité de la semaine. Et à très vite sur nos antennes pour un autre invité. Mais entre-temps, évidemment, l'information se poursuit 24h/24 sur nos différentes antennes télé et radio. Restez sur Dash et à très bientôt. Au revoir.
Merci.